Il y a des armes qui, au premier regard, semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Trop lisses, trop étranges, trop éloignées de ce que l'on imagine sous le mot fusil. Le Steyr Armee Universal-Gewehr est exactement cela. Et pourtant, cette arme autrichienne que personne ne prenait au sérieux en 1977 est aujourd'hui en dotation dans plus de 30 armées à travers le monde. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'une révolution silencieuse qui a changé la façon dont le monde entier conçoit les armes d'assaut. Ce fusil, on l'a moqué. On l'a appelé un jouet en plastique. Des officiers chevronnés ont ri en le tenant pour la première fois, persuadés qu'une arme aussi légère, aussi compacte, aussi différente de tout ce qu'ils connaissaient, ne pourrait jamais tenir ses promesses sur un vrai champ de bataille. Ces mêmes officiers ont changé d'avis, au bout de quelques milliers de cartouches tirées sous la pluie, dans la boue et dans le sable. Le Steyr Armee Universal-Gewehr n'est pas une curiosité de musée. C'est l'une des armes d'assaut les plus influentes du XXe siècle, et son histoire mérite d'être racontée dans les détails. La première chose qui frappe quand on prend ce fusil en main, c'est sa configuration. Le chargeur est placé derrière la détente, contre l'épaule du tireur. Cette disposition s'appelle le bullpup, un terme anglais que les francophones ont adopté tel quel, et elle était rarissime au moment où l'armée universelle Gewehr est apparue. La grande majorité des militaires regardaient avec suspicion tout ce qui s'écartait de l'M16 américain ou du Kalachnikov soviétique. Mais c'est précisément cette configuration bullpup qui a donné à l'arme son avantage tactique décisif. Pour une longueur totale de 790 mm, le fusil loge un canon de 508 mm. Une carabine classique de même longueur de canon serait nettement plus longue et bien plus encombrante dans un véhicule, un hélicoptère ou un couloir de bâtiment. La deuxième caractéristique qui stupéfiait les contemporains était la nature même du boîtier. En 1977, tout le monde fabrique des corps d'armes en acier ou en aluminium. Les Autrichiens arrivent avec une solution radicalement différente. La carcasse principale, celle qui regroupe la poignée, le pontet et la crosse, est moulée en polyamide résistante au choc. C'était la première arme d'assaut de série au monde à adopter un corps en polymère à cette échelle. Les sceptiques ne manquaient pas. Quelques années plus tard, ces mêmes sceptiques se taisaient, car l'armée universelle Gewehr avait prouvé sur le terrain une robustesse que bien des concurrents à corps métalliques auraient envié. Le corps en polymère offrait plusieurs avantages que l'on ne perçoit pas immédiatement. Le poids d'abord. Sans chargeur, le fusil ne pèse qu'environ 3 kg et 600 g, avec le canon standard de 508 mm, ce qui est un résultat remarquable pour sa catégorie. Mais il y a un avantage moins évident, que les soldats autrichiens postés dans les Alpes ont compris dès les premières semaines. Par moins 20 degrés, le métal refroidit instantanément la main et la joue du tireur. Le polymère ne fait pas cela. Les chasseurs alpins autrichiens qui opéraient dans des conditions hivernales extrêmes l'ont apprécié sans réserve. L'optique intégrée mérite également un développement particulier. Le fusil sortait d'usine équipé d'un viseur grossissant 1,5 fois, fabriqué par Swarovski, la même maison autrichienne, oui, connue pour ses cristaux. Ce viseur ne se démontait pas et faisait partie intégrante de la structure. À l'intérieur, pas de réticule en croix classique, mais un cercle. Ce n'était pas un choix esthétique. À 100 mètres, ce cercle correspond exactement à la silhouette d'un homme debout, permettant aux soldats d'évaluer instantanément la distance et le point de visée sans aucun calcul. Pour une arme militaire, où chaque fraction de seconde compte, c'était une solution particulièrement intelligente. Et pour le combat rapproché, des hausses et guidons ouverts étaient prévus au-dessus de l'optique, permettant de tirer sans délai, sans toucher au viseur. La question de l'éjection des douilles mérite elle aussi d'être abordée, car l'armée universelle Gewehr se distingue ici encore. Les deux fenêtres d'éjection, gauche et droite, sont présentes d'origine sur le boîtier, une seule étant obturée selon la configuration choisie.
Pour adapter l'arme à un tireur gaucher, il suffisait de remplacer le groupe culasse par une version à extracteur inversé. Ce n'était pas une opération rapide en conditions opérationnelles, mais la possibilité elle-même était rarissime à l'époque. Un soldat gaucher obtenait une arme pleinement fonctionnelle, pas un compromis. La modularité de l'armée Universalgewehr est devenue sa signature. Le nom complet, tiré de l'allemand, signifie fusil universel de l'armée. Ce n'était pas du marketing. Le système avait été conçu dès l'origine pour être modulaire. Changer le canon, c'est changer d'arme. Un canon long et lourd, avec un bipied transformait le fusil en mitrailleuse légère. Un canon court en faisait un carabine pour le combat urbain ou les équipages de véhicules. Une version chambrée en 9 mm para, le calibre pistolet le plus répandu en Europe, donnait un pistolet mitrailleur aux mêmes dimensions. Une seule architecture de base couvrait des missions pour lesquelles il aurait fallu auparavant plusieurs armes différentes. La fiabilité de l'armée Universalgewehr en conditions réelles s'est révélée remarquable. Les militaires australiens, qui ont intensément utilisé cette arme en Afghanistan, au Timor oriental et en Irak, ont enregistré un taux de panne extrêmement bas, même en présence de fortes contaminations et de surchauffe. Les casques bleus irlandais au Liban travaillaient avec l'armée Universalgewehr dans la poussière et l'humidité, avec des résultats supérieurs aux attentes. Aucune armée ayant adopté ce fusil ne l'a retiré du service pour cause de manque de fiabilité. Les mises hors service, quand elles ont eu lieu, tenaient à la logistique, à la politique ou à un changement de standard. Jamais au fait que l'arme avait failli en opération. Il existait toutefois un point faible que les militaires eux-mêmes reconnaissaient ouvertement. La configuration bullpup impose des contraintes sur le rechargement. En position de tir plaqué, changer le chargeur rapidement et confortablement n'est pas aussi naturel que sur une arme classique. La main se retrouve dans une position moins ergonomique par rapport à la crosse. La plupart des soldats s'entraînaient à recharger en écartant légèrement l'arme de l'épaule, ce qui prenait un peu plus de temps que sur les configurations traditionnelles. On s'y fait, et les opérateurs expérimentés y parvenaient avec rapidité. Mais la rééducation initiale demandait un effort réel. Les armées qui ont misé sur l'armée Universalgewehr acceptaient ce compromis consciemment, estimant que les avantages l'emportaient largement sur cet inconvénient. Démonter l'armée Universalgewehr jusqu'à un état propre à l'entretien prend littéralement quelques secondes, et sans le moindre outil. Une pression sur un bouton, et l'arme se divise en 3 grands ensembles. Le groupe culasse, le canon avec sa poignée d'armement, et le corps principal en polymère avec son mécanisme de détente. Pas de baguette de nettoyage à dévisser, pas de clé, pas de chasse-goupille. Un fantassin en conditions de campagne gérait le démontage et le remontage si rapidement que les instructeurs refusaient d'abord de croire au chronométrage. Cette simplicité avait été exigée par l'armée autrichienne dès la première page du cahier des charges, et les ingénieurs l'avaient livrée à la lettre. L'automatisme de l'armée Universalgewehr repose sur un principe de prélèvement de gaz avec course courte du piston. Au moment du tir, une partie des gaz de combustion est dérivée par un orifice percé dans le canon et vient frapper le piston, qui effectue un bref mouvement vers l'arrière, juste assez pour transmettre l'impulsion à la glissière. Ensuite, la glissière poursuit sa course par inertie. Ce principe présente un avantage décisif sur les systèmes à course longue. La culasse commence à reculer un instant plus tard, quand la pression dans le canon est déjà retombée, et l'arme se comporte de façon plus douce et plus stable au moment précis du tir. Le verrouillage du canon s'effectue par rotation de la tête de culasse. Elle se solidarise sur 7 tenons de combat contre une bague en acier logée à l'intérieur de la boîte de culasse. 7 tenons. Ce n'est pas une coquetterie. Plus ils sont nombreux, plus la charge est répartie uniformément à chaque coup, et plus le mécanisme de verrouillage dure longtemps. La boîte de culasse est en alliage d'aluminium, renforcée par des inserts en acier au point de contrainte maximale. La glissière est guidée sur 2 tubes parallèles et creux. Le tube droit constitue la tige du piston à gaz,
par laquelle arrive l'impulsion des gaz de combustion. Le tube gauche transmet l'effort de la poignée d'armement à la culasse. Le ressort récupérateur se trouve en arrière de la culasse, à l'intérieur de la crosse. C'est précisément là qu'il a trouvé sa place grâce à la configuration bullpup, libérant la partie avant de l'arme et permettant d'y loger un canon de longueur maximale. Le mécanisme de détente de l'armée universale Gewehr fonctionne d'une manière qui n'a pas d'équivalent direct sur la grande majorité des fusils d'assaut. Il n'existe pas de sélecteur de tir classique à faire pivoter entre coup par coup et rafale. Le mode de tir est déterminé par la profondeur d'appui sur la détente. Une pression à mi-course, un seul coup part. Une pression jusqu'en butée, la rafale s'enclenche. Le soldat en combat ne réfléchit pas à basculer un sélecteur. Il contrôle simplement l'intensité de sa pression. Les critiques faisaient valoir qu'en situation de stress intense, la frontière entre les deux modes pouvait devenir floue. Les partisans répondaient qu'en situation de stress intense, un sélecteur à manipuler constituait précisément une source d'erreur supplémentaire. Et ils n'avaient pas tort. Le canon est amovible. Et c'est là le cœur de toute la philosophie modulaire. Sur les versions militaires, le remplacement s'effectuait en quelques gestes. Retirer le chargeur, armer l'arme, presser le bouton de verrouillage sur le bloc gaz, faire pivoter le canon et l'extraire. Les canons étaient produits en 4 longueurs. 382 mm pour la version compacte, 417 mm pour le carabine, 508 mm pour la version d'infanterie standard et 621 mm pour le canon lourd destiné à recevoir un bipied et à tenir le rôle de mitrailleuse légère. Même avec le canon le plus court, l'armée universale Gewehr restait plus compacte que la plupart des pistolets mitrailleurs de l'époque à configuration classique. Les chargeurs de l'armée universale Gewehr sont transparents. Le tireur voit à tout moment le niveau de munitions restant, sans aucune manipulation. Le chargeur standard contient 30 cartouches en 5,56 mm sur 45, le calibre standard de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Des chargeurs de 42 cartouches existaient également, utilisés principalement avec le canon lourd et son bipied. Le bloc régulateur de gaz est accessible sans outil, permettant d'ajuster le fonctionnement de l'automatisme lors du montage d'un silencieux ou en cas de forte contamination. Mais en utilisation normale, la grande majorité des soldats n'ont jamais eu à y toucher pendant toute la durée de leur service. L'optique Swarovski était fixée au corps de façon si rigide que l'armée autrichienne avait officiellement autorisé son utilisation comme poignée de transport. Cela peut sembler anecdotique, mais en pratique, cela signifiait que les caractéristiques de visée ne se déréglaient pas, même après des années d'utilisation intensive. Certaines unités avaient conduit des vérifications systématiques. Après des centaines de transports par l'optique et plusieurs milliers de cartouches tirées, le point d'impact demeurait inchangé. Pour un viseur intégré, c'est un résultat que l'on ne saurait ignorer. Au début des années 70, l'armée autrichienne se trouvait dans une situation familière à bien des états-majors européens. Le Sturmgewehr 58, fusil d'assaut standard de l'infanterie autrichienne, conçu dans les années 50 et chambré pour la puissante cartouche de 7,62 mm, était devenu une arme du passé. Lourd, encombrant, inadapté aux exigences du combat moderne, il ne répondait plus à rien de ce que les théâtres d'opération exigeaient désormais. Les alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord avaient déjà largement amorcé leur transition vers les petits calibres, et l'état-major autrichien le savait. Il n'était plus possible de temporiser. Le cahier des charges soumis à l'industrie était, pour l'époque, presque audacieux. Il ne s'agissait pas simplement de remplacer un vieux fusil par un nouveau. Il s'agissait de concevoir un système unique, capable de se substituer à plusieurs types d'armes individuelles simultanément, fusil d'infanterie standard, mitrailleuse légère, carabine pour les équipages de blindés, modèle compact pour les parachutistes. Les exigences de fiabilité étaient formulées sans concession. L'arme devait fonctionner dans les froids alpins, dans la boue, dans l'eau, et sous un soleil écrasant, sans caprice et sans entretien prolongé. C'est la société Steyr-Daimler-Puch
qui répondit à cet appel, l'un des plus anciens fabricants d'armes autrichiens, dont les racines remontaient au XIXe siècle. Les 3 ingénieurs directement responsables de la conception étaient Horst Wesp, Karl Wagner et Karl Moser. La supervision militaire était assurée par le colonel Walter Stoll. Ce sont ces 4 hommes qui ont transformé les exigences de l'armée en une arme réelle. Wesp, Wagner et Moser n'ont pas cherché à copier ce qui existait déjà. Ils sont repartis d'une feuille blanche, en posant une seule question fondamentale. À quoi doit ressembler une arme si on la conçoit uniquement à partir des besoins opérationnels, sans tenir compte des traditions héritées? Le premier choix structurant fut la configuration bullpup. L'idée n'était pas inconnue. Le fusil britannique M2 du début des années 50 avait été adopté, puis rapidement retiré pour des raisons politiques liées à la standardisation des munitions au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les ingénieurs de Steyr ne considéraient pas le bullpup comme une curiosité exotique, mais comme une nécessité technique. C'était la seule configuration permettant de combiner un canon de pleine longueur avec les dimensions compactes que les militaires réclamaient. Le deuxième choix révolutionnaire fut le recours au polyamide, résistant au choc, pour le corps principal de l'arme. La boîte de culasse demeurant en aluminium avec des inserts en acier, les ingénieurs avaient clairement identifié quelles pièces supportaient les contraintes mécaniques et lesquelles pouvaient être allégées. Au début des années 70, cette approche était accueillie avec un scepticisme à peine voilé. Le métal, c'était la solidité éprouvée par des décennies de combat. Le polymère, ce n'était pas sérieux. L'équipe de Wesp pensait autrement. Les polyamides modernes offraient une résistance suffisante pour un poids nettement inférieur, ne rouillaient pas, n'absorbaient ni le froid ni la chaleur comme le métal, et ne nécessitaient pas de peinture. Les militaires écoutaient ces arguments avec prudence, mais ils les écoutaient. Les essais officiels commencèrent vers 1974, et c'est là que la véritable épreuve débuta. L'armée universelle Gewehr avait des concurrents sérieux et parfaitement établis. Heckler & Koch proposait le G3, un fusil solide, à verrouillage à galets, déjà en dotation dans plusieurs pays européens. La société belge Fabrique Nationale présentait le FAL, probablement le fusil occidental le plus répandu de l'époque, avec une réputation bâtie dans des conflits réels sur plusieurs continents. Le défaut évident de l'armée universelle Gewehr face à ces modèles, il était nouveau et n'avait jamais été mis à l'épreuve. Aucune donnée de combat, aucun retour d'expérience, seulement des essais en banc et les affirmations des ingénieurs. C'est pour cette raison que les militaires autrichiens soumirent les prototypes à des épreuves d'une sévérité particulière. Immersion répétée dans l'eau, suivie de tirs immédiats sans séchage, séquence en conditions de poussière extrême, cycle de congélation, suivi d'un réchauffement brutal. L'armée universelle Gewehr passa l'ensemble de ces épreuves avec des résultats qui surprirent jusqu'aux membres sceptiques de la commission. La boîte de culasse tint les contraintes sans déformation. Le corps en polymère ne fissura pas. Le système modulaire de changement de canon fonctionnait exactement comme promis sur le papier. En 1977, l'armée autrichienne adopta officiellement l'armée universelle Gewehr sous la désignation Sturmgewehr 77. La production en série fut lancée en 1978. C'était un signal, adressé à toute l'industrie. Les constructions modulaires à large emploi de polymères avaient cessé d'être de l'expérimentation. L'Australie adopta le fusil en 1988, sous la désignation EF-88 Osteyr, et confia la production locale à la société Australian Defence Industries, à Lisgo, dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud. L'arme autrichienne recevait ainsi une nationalité australienne, et cette circonstance allait pendant de longues années alimenter la confusion chez ceux qui n'en connaissaient pas l'histoire. Les Australiens ne se contentèrent pas d'acheter une licence et de lancer une chaîne de montage. Ils prirent l'armée universelle Gewehr au sérieux, avec une localisation complète de la production, leurs propres modifications techniques et des essais en troupes qui s'étalèrent sur plusieurs années. La poussière se révéla être l'épreuve la plus redoutable,
les particules fines du sol australien colmataient les mécanismes de la plupart des armes connues bien plus vite que prévu. L'armée universelle Gewehr résistait mieux que ses concurrents, non sans observation. Les militaires relevèrent des cas où la poussière s'accumulait dans la zone du bloc gaz plus rapidement que la norme admise, et exigèrent du fabricant une révision des joints. Steyr apporta les modifications sans résistance. La version australienne se distinguait de l'original sur plusieurs points. Les ingénieurs d'Australian Defence Industries ajoutèrent un système de fixation pour baïonnettes, modifièrent le pas de rayure du canon pour les munitions lourdes au standard de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et intégrèrent un mécanisme de blocage du tir en rafale permettant aux officiers de supprimer physiquement ce mode si la situation l'exigeait. La première unité à recevoir le EF-88 Auster fut le 6e bataillon du Royal Australian Regiment, en janvier 1989. Le baptême du feu survint plus tôt que beaucoup ne l'anticipaient. Timor oriental, 1999. Les forces australiennes prirent la tête de la mission internationale Interfaith après que le référendum sur l'indépendance de l'île eut déclenché une vague de violence. La chaleur tropicale, une humidité proche de 100%, la boue, les rues étroites des villes et les jungles denses, tout cela était aux antipodes d'un polygone européen. L'arme fonctionnait. Aucune défaillance susceptible de remettre en cause la fiabilité de la conception ne fut enregistrée. Pour un fusil que les critiques qualifiaient encore d'expérimental, c'était un résultat qui comptait. L'Afghanistan constitua l'épreuve suivante, d'une nature radicalement différente. Les forces spéciales australiennes, le service aérien spécial australien, que l'on prononce SAS, entrèrent dans le pays en 2001 dans le cadre de la coalition internationale. Haute altitude. Écart de température allant de plus 40 degrés le jour à moins 10 la nuit. Poussière minérale fine qui s'infiltrait dans les mécanismes par la moindre fissure. C'est là qu'apparut un problème resté jusque-là invisible. Le revêtement plastique de la poignée d'armement se fissura sous les chocs répétés contre les rochers et l'équipement en conditions montagneuses. La panne n'était pas critique. L'arme continuait à fonctionner. Mais les militaires entreprirent immédiatement de monter des pièces de remplacement métalliques. Le corps de l'armée irlandaise, équipé de l'armée universelle Gewehr depuis la fin des années 80, opérait au Liban, dans le cadre de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, depuis 1978. Les Irlandais évoluaient dans un contexte de tension politique permanente, d'accrochage périodique et de nécessité de maintenir l'arme en état d'alerte 24 heures sur 24 pendant des mois consécutifs. Dans ces conditions, l'armée universelle Gewehr se comporta comme une arme ne réclamant pas une attention excessive, qualité particulièrement précieuse pour un contingent aux ressources de maintenance limitées. L'Arabie saoudite avait adopté l'armée universelle Gewehr dans les années 80 et l'engagea lors de l'opération Tempête du désert en 1991. Sable fin, chaleur extrême, poussière colossale soulevée par les colonnes de blindés, le corps en polymère révéla ici un avantage inattendu. Il ne chauffait pas sous le soleil direct, au même degré que les corps entièrement métalliques des armes concurrentes. Et le tireur pouvait maintenir sa prise sans risque de brûlure, même après une longue exposition à la chaleur. Il existait aussi une défaite que le fabricant préférait ne pas mettre en avant. Au début des années 90, Steyr participa au concours pour le nouveau fusil des forces armées canadiennes. L'armée universelle Gewehr passa les épreuves techniques de façon honorable, mais céda en finale face au Diemaco, la version canadienne de l'M16A2. La logistique, la compatibilité avec les partenaires de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et des considérations politiques pesèrent dans la balance autant que les critères techniques. Cette défaite mit en lumière une limite réelle sur le marché international. Il devenait de plus en plus difficile de concurrencer des armes qui disposaient déjà d'un réseau mondial de pièces détachées, de munitions et d'armuriers formés.
la défaite canadienne ne signifia pas la fin de l'aventure pour Steyr. Elle fut le signal qu'une évolution profonde s'imposait. Au milieu des années 90, la société entama un travail méthodique sur la génération suivante de l'armée universelle Gewehr. La demande principale des opérateurs militaires du monde entier était claire. Le rail Picatinny, le système universel de fixation pour optique et accessoires tactiques, devenu le standard de facto des armées occidentales. L'optique Swarovski intégrée était de grande qualité, mais elle enfermait le tireur dans un choix unique. Monter une lunette de vision nocturne, un viseur holographique ou un désignateur laser sans modification sérieuse était impossible. Le premier résultat fut l'armée universelle Gewehr A1, une version modernisée, recevant un rail sur la partie supérieure du corps, à la place de l'optique intégrée. Cette décision rendait l'arme compatible avec l'ensemble du spectre des équipements de visée modernes et élargissait considérablement son potentiel à l'exportation. Vint ensuite l'armée universelle Gewehr A2, équipée de rails latéraux sur le fût, permettant de fixer des lampes tactiques, des désignateurs et des poignées avant dans toutes les configurations imaginables. L'armée universelle Gewehr A3, présentée en 2005, reçut un système complet de rails sur tout le périmètre du fût et rejoignit par ses points de fixation le niveau des armes les plus modernes de son époque. La conception fondamentale, elle, demeura intacte à travers toutes ces évolutions. Le même mécanisme à gaz à course courte, le même verrouillage par rotation de la tête de culasse sur 7 tenons, la même boîte de culasse en aluminium avec insert en acier, le même corps principal en polymère, le même système modulaire de changement de canon. Steyr appliquait une règle simple. Ce qui fonctionne, on n'y touche pas. Passer d'une version ancienne à une version modernisée n'exigeait aucune remise à niveau. Le soldat retrouvait entre ses mains une arme familière aux capacités élargies. L'influence de l'armée universelle Gewehr sur l'industrie mondiale est difficile à mesurer pleinement, mais elle est indéniable. Avant son apparition, le bullpup était perçu comme une idée intéressante, mais non viable à grande échelle. La France avait déjà équipé son armée du FAMAS, également un bullpup, adopté en 1978. La Grande-Bretagne adopta en 1985 le L85A1, son propre bullpup au calibre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Israël développa dans les années 2000 le Tavor, un bullpup compact qui finit par supplanter l'M16 dans l'armée israélienne. L'armée universelle Gewehr ne fut pas l'unique source d'inspiration de tous ces projets, mais il fut le premier à démontrer qu'un bullpup pouvait être non pas une expérience de laboratoire, mais une arme de série, avec une réputation opérationnelle confirmée. Le corps en polymère eut sur l'industrie une influence tout aussi profonde. Lorsque la société autrichienne Glock lança en 1982 son premier pistolet à châssis polymère, les sceptiques crièrent à l'irresponsabilité, exactement comme ils avaient crié contre le corps en polymère de l'armée universelle Gewehr 10 ans plus tôt. Glock survécut, devint une légende, et cela fut en partie possible parce que l'armée universelle Gewehr avait déjà tracé le chemin. Le polymère dans une arme n'était pas un signe de compromis économique, mais une décision d'ingénierie mûrement réfléchie. L'Australie ne s'arrêta pas aux acquis. En 2009 fut lancé le programme de modernisation au standard EF88, ESSA2, fenêtre d'éjection agrandie, bloc gaz revu, rails de visée allongés et rails latéraux pour lampes et désignateurs. Apparut ensuite le F88 amélioré. Une refonte profonde, avec crosse raccourci pour l'utilisation sous gilet pare-balles, canon flottant et fut entièrement repensé. C'était dans les faits une arme nouvelle sur une base ancienne, et l'armée australienne l'adopta comme modèle standard, sans jamais abandonner le principe fondateur posé en Autriche dans les années 70. En mars 2019, à Christchurch, un attentat fut commis contre 2 mosquées, faisant 51 victimes. Parmi les armes utilisées, figurait un armée universelle Gewehr. Le gouvernement néo-zélandais réagit sans délai.
6 jours après la tragédie, la première ministre Jacinda Ardern annonça l'interdiction des armes semi-automatiques et des armes d'assaut. Le Parlement vota le nouveau texte par 119 voix contre 1. L'armée Universal Gewehr figura sur la liste des modèles interdits, et un programme de rachat fut ouvert aux propriétaires. Cette décision n'avait aucun lien avec les qualités de l'arme. C'était une réponse politique à un drame national. Mais cet épisode montra avec quelle ampleur ce fusil s'était répandu hors des arsenaux militaires en moins d'un demi-siècle. Aujourd'hui, le Steyr Armee Universal Gewehr est en dotation dans les armées, les unités de police et les forces d'opération spéciales de plus de 30 pays. Près d'un demi-siècle sous les drapeaux, une longévité que peu d'armes atteignent sans finir oubliées dans un dépôt. Et l'armée australienne, qui reçut ses premiers EF-88 en janvier 1989, sort encore aujourd'hui avec cette arme en mission, dans une version profondément modernisée, mais fidèle aux principes conçus à Steyr dans les années 70. Pour un fusil que l'on qualifiait en 1977 de trop étrange pour devenir un standard, c'est sans doute la conclusion la plus éloquente qui soit. Si cette histoire vous a appris quelque chose, laissez un like. C'est ce qui permet à l'Arsenal de l'Histoire de continuer à exister. Abonnez-vous pour ne manquer aucun prochain épisode, et laissez en commentaire l'arme dont vous aimeriez entendre l'histoire la prochaine fois.